les handicaps, en avons-nous tous la même vision? Alors le titre est déjà une invitation à une approche multidisciplinaire. Et c'est ce que les organisateurs du Doc Café ont souhaité, ce qu'ils ont prévu en lançant l'invitation à 3 chercheurs, professeurs de l'université, dans 3 facultés différentes. Alors je vous les présente tout de suite. Il y a d'une part Sébastien Fontaine, tout au bout de la table. Alors Sébastien Fontaine est docteur en sciences politiques et sociales. Vous êtes détenteur d'un diplôme d'études spécialisées en intervention auprès de la personne en situation de handicap. Vous êtes chargé de cours adjoint à l'Université de Liège en méthodologie quantitative, en informatique appliquée à l'analyse statistique et en analyse statistique en sciences sociales. Tout ça est correct. Ouais. Bien, alors a priori on est loin des handicaps quand je dis ça, mais pas tant que ça en fait, car vous mettez au point des méthodes d'enquête statistiques qui permettent de recueillir l'opinion de personnes difficiles à joindre, dont précisément des personnes en situation de handicap, des personnes sourdes notamment. Oui. Vous y avez consacré une thèse. Exactement. Des personnes aveugles ou en situation de handicap mental léger. Je viens de le dire, donc votre thèse portait justement sur les méthodes d'enquête auprès de personnes sourdes. Avec vous, nous allons aborder un point de vue sociologique, plus particulièrement les représentations sociales et la différence entre une personne handicapée et une société handicapante. J'étais un peu interpellé par cette expression et vous nous en direz un peu plus, j'imagine, dans un instant. Anne-Marie Etienne est ici directement à ma gauche. Vous êtes docteur en sciences psychologiques, vous êtes psychologue clinicienne, professeur à l'Université de Liège, chef du service de psychologie de la santé. Votre domaine d'expertise sont pêle-mêle la qualité de vie, les modèles de santé, l'implémentation des comportements. Plus récemment, vous avez commencé, je crois, à vous intéresser et à utiliser les ressources de la réalité virtuelle. Alors ici, il y a aussi peut-être quel lien avec le handicap. J'extrapole peut-être un peu, mais je me suis dit que les technologies de la réalité virtuelle eh bien, sont des outils possibles de traitement, de prise en charge de pathologies ou de phobies. Vous travaillez là-dessus notamment, de peur ou d'anxiété. Et vous nous parlerez peut-être précisément de la manière dont cette réalité virtuelle pourrait être utilisée dans le domaine du handicap, peut-être. Nous verrons. Vous êtes vice-doyen à l'enseignement... Vice-doyen ou vice-doyenne? Vice-doyen. Vice-doyenne, pardon. À l'enseignement à la faculté de psychologie, de logopédie et des sciences de l'éducation de l'Université de Liège. Et avec vous, nous allons nous pencher sur le concept d'adaptation en développant un point de vue neuropsychologique. Et puis Marguerite Foidard, enfin, au centre, ici, du panel. Vous êtes de la faculté de médecine de l'université, vous êtes médecin, vous avez travaillé comme chercheuse en neurologie, en neurophysiologie. Vous êtes également spécialiste en médecine physique et particulièrement en réadaptation neurolocomotrice fonctionnelle. Vous avez contribué de manière déterminante à la création et au développement du service clinique de l'appareil locomoteur du CHU de Liège, dans lequel vous continuez encore à travailler un peu, m'avez-vous signalé il y a quelques minutes. Vous êtes membre de la commission de l'Université de Liège liée au handicap. Vous avez travaillé avec les personnes, notamment ici présentes, du service de qualité de vie. Vous nous livrerez aussi votre témoignage de cette expérience au sein de cette commission et puis de votre vision en tant que médecin de la prise en charge de différents handicaps. Et donc nous allons commencer tout de suite avec Sébastien Fontaine. Top chrono, 10 minutes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, quand on pose la question de la vision du handicap, soit à un sociologue, soit à un psychologue social, tout de suite, il apparaît que la vision ou la représentation qu'on a d'une chose dépend de trois concepts importants, de 3 axes importants. Donc la vision qu'on a d'un objet dépend de l'objet lui-même, évidemment. On a une vision ou une représentation de ce qui nous entoure, en partie en fonction de ce qu'est l'objet que l'on regarde. Notre représentation ou notre vision des choses est aussi très dépendante du contact que l'on a ou non avec cet objet. Et cette vision, cette représentation que nous avons des choses dépend énormément aussi de notre contexte idéologique, du contexte idéologique dans lequel on évolue. Dans le cadre de cette rencontre sur le handicap,
évidemment, notre vision ou nos visions du handicap dépendent de ce qu'est le handicap. Elles dépendent des contacts que nous avons ou que nous n'avons pas avec les personnes en situation de handicap et du contexte idéologique belge ou du contexte idéologique dans lequel on évolue. Alors, ça m'a donné l'idée d'altérer un petit peu ou de transformer un petit peu la question du jour qui était les handicaps, en avons-nous tous la même vision, en quelques déclinaisons de questions. Et donc, je vais vous poser quelques questions et vous apporter très peu d'éléments de réponse sur les deux premières. Et sur la troisième, je vais quand même donner quelques éléments de réponse, parce que répondre à une question par d'autres questions, c'est un procédé de sociologue un peu gros, un peu grossier. Et donc, je vais quand même essayer d'en dire quelque chose. Alors, la première transformation de la question initiale, ce serait, à la place de les handicaps, en avons-nous tous la même vision, on pourrait se demander, avons-nous tous la même vision, avons-nous la même vision de tous les handicaps? Et ça, c'est une question qui a été pas mal abordée par des psychologues sociaux qui travaillent sur les représentations sociales, et notamment un auteur qui s'appelle Jean-Sébastien Morvan, qui a travaillé sur les représentations sociales des handicaps. Et en y réfléchissant, on se rend compte que les images mentales, les images porteuses que l'on a des différents handicaps ne sont pas du tout les mêmes. Si on pense handicap moteur, on a tout de suite une image qui vient à l'esprit. C'est l'image du pictogramme du handicap, c'est la personne en chaise roulante. Si on évoque le terme handicap mental, l'image porteuse, la première image qui sort, ce sera la personne trisomique. C'est notre représentation prototypique, c'est notre image mentale principale qui sort. Et les représentations sociales que nous avons de ces différents handicaps ne sont pas non plus les mêmes. On aura plutôt tendance à associer le handicap moteur ou physique avec des idées de souffrance, de combativité, de courage, et on aura plutôt tendance à associer le handicap mental avec des idées d'infantilisation, d'infantilisation, de pas de sexualité, des images plutôt qui vont plutôt attrait à l'enfant. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est intéressant de se dire que quand on parle des handicaps, en fait, on n'a déjà pas les mêmes images suivant à quel handicap on pense, ou à quel groupe de handicap on pense. Donc ça, c'est la première altération de la question que je pouvais proposer. Une autre, au lieu de les handicaps, en avons-nous tous la même vision, on pourrait se demander, avons-nous tous la même vision des handicaps? Est-ce que chacun a la même vision des handicaps? Et pour répondre à ça, il y a un auteur que j'aime particulièrement qui s'appelle Erving Goffman, qui propose la notion d'initié. L'initié, pour lui, c'est la personne qui est en contact avec ce qu'il appelle le déviant, mais donc la personne en situation de handicap dans le cas qui nous intéresse, et voir est-ce que les personnes qui sont en contact quotidien ou des personnes en situation de handicap développent une autre vision, une autre représentation des personnes handicapées. En fait, on se rend compte que oui, dans un certain nombre de cas, mais les initiés développent des représentations et des images du handicap différentes en fonction du handicap qu'ils côtoient. Et donc une personne qui sera en contact régulier avec une personne sourde, par exemple, va changer ses représentations et changer sa vision des personnes sourdes, mais pas nécessairement de l'ensemble des personnes handicapées. Parfois même, elle va extraire la personne avec laquelle elle est en contact de la catégorie générale du handicap, en disant « moi je suis en contact avec une personne sourde, mais c'est pas vraiment du handicap, d'ailleurs ça n'a rien à voir ». Et donc, les initiés changent en effet leur vision et leur représentation du handicap, mais parfois d'un handicap particulier. Et enfin, la troisième altération de la question auquel j'ai pensé, c'est avons-nous tous la même vision du handicap?
Et pour ça, je dirais qu'il y a quand même deux modèles très différents pour envisager le handicap. C'est le modèle social et le modèle individuel ou le modèle médical. Le premier modèle, le modèle médical, dans ce modèle-là, il est individualisé, c'est la personne qui est en situation de handicap. C'est elle qui doit s'adapter à un environnement donné. L'individu est handicapé et c'est ça la raison qui l'empêche d'accomplir certaines tâches. Dans l'autre modèle, vers lequel on tend à aller pour l'instant, c'est une approche interactive, où c'est l'interaction entre la société et l'individu qui crée le handicap, et donc c'est parce que la société n'est pas nécessairement adaptée à tous que le handicap surgit. Pour prendre un exemple très concret, ou voire même un petit peu simpliste, si on imagine un bureau de vote pour les prochaines élections, par exemple, on peut avoir comme explication, cette personne n'a pas été votée, elle est handicapée. Voilà une explication qui rentre dans le modèle médical. Il n'a pas été voté, c'est normal, il est handicapé, il n'aurait pas su. Le modèle ou l'approche sociale dirait plutôt le bureau de vote n'était pas adapté et il n'a pas permis à la personne en situation de handicap d'aller voter. Et d'ailleurs, si un bureau de vote est tout à fait adapté, avec un personnel compétent, des rampes d'accès, des traducteurs langue des signes, etc., il sera accessible à tous. Si un bureau de vote est non adapté, mais juste classique, il sera accessible à tous, sauf les personnes en situation de handicap. Mais si un bureau de vote est au 15e étage de la cité administrative, avec les ascenseurs en panne, en fait, il sera accessible à personne. Donc on voit bien que suivant où on met le curseur, la société va créer ou non une situation de handicap. C'est en ça qu'on parle de société handicapante ou non, et que c'est bien l'interaction entre les deux, la personne et la société, qui génère le handicap. Je suis bon là? C'est parfait. Eh bien, on va passer alors à une deuxième intervention. C'est même très bien, puisqu'on a gagné un peu de temps, presque, finalement. Anne-Marie Etienne. Bien, donc personnellement, en termes d'intervenants, je pense qu'aujourd'hui, je vais plutôt prendre la posture de la psychologue clinicienne. Donc, mettre le micro peut-être un peu plus près de la bouche. Oui, voilà, la psychologue clinicienne. Donc, je travaille plutôt en psychologie de la santé et la question que je me suis posée pour ce soir, c'est de me dire, mais comment est-ce que alors moi, en tant qu'intervenant, je peux aider une personne porteur éventuellement d'un handicap. Et si je fais le relais avec l'exposé juste avant, donc on pourrait imaginer que je suis plus dans la perspective individuelle, mais je vais essayer d'illustrer le fait que oui, on est dans la perspective individuelle, mais on va aussi vers la perspective plus intégrative. Donc je vais un peu m'écarter du concept handicap ou de la personne et plutôt parler en termes d'adaptation ou de non-adaptation. Et alors, je prends l'image de la vague, c'est-à-dire qu'il y a une sensation de surfer sur la vague entre des moments dans l'annonce de cette difficulté ou pendant les prises en charge ou pendant les réalités de la vie quotidienne. À un certain moment donné, la personne va se sentir adaptée et puis à d'autres moments, elle va se sentir moins adaptée. Il va y avoir des moments charnières où il y a des transitions qui vont être faites. Et donc, c'est un peu ce sentiment de régulièrement, tout au long de sa vie, devoir surfer sur la vague et trouver quelque chose de conciliant par rapport à cette adaptation qui est demandée. Et surfer sur la vague, c'est comment, avec qui? Est-ce qu'on est tout seul ou est-ce qu'il y a effectivement des structures qui peuvent nous aider à surfer sur la vague? Et à certains moments donnés, peut-être que ça va être uniquement des ressources internes qui vont nous permettre de nous adapter. Alors, je voulais quand même remettre aussi un peu en contexte. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a énormément évolué au fil du temps
par rapport à ce concept d'adaptation. Je rejoins aussi l'exposé précédent, c'est-à-dire qu'avant, c'était très centré sur la personne. C'est la personne qui était responsable d'un certain nombre de ses comportements. Et il y avait peu d'interaction avec l'environnement et peu de responsabilité au niveau de l'environnement. On voit vraiment une évolution dans le modèle médical, dans le modèle des soins de santé, dans la façon de s'occuper de la santé de la personne ou de l'absence de santé de la personne. Et donc, d'une posture centrée sur la personne, on est vraiment venu sur une approche beaucoup plus globale où toutes les personnes sont acteurs, tant le patient que sa famille, que les intervenants. Et donc, on a quelque chose de beaucoup plus intégratif et beaucoup plus intégré, donc qui permet à ce moment-là de surfer plus facilement sur la vague et d'avoir des ressources parfois assez inattendues. Alors, ça veut aussi dire qu'il faut faire face à certaines difficultés. Donc, je pense que c'était intéressant de voir la déclinaison sur les formes d'handicap. Moi, je l'ai plutôt prise de nouveau sous la forme un peu plus individuelle et je pense que la personne va être amenée à cohabiter avec, à certains moments donnés, des stéréotypes. On a le sentiment que quand on est porteur d'un handicap, il y a certains stéréotypes qui s'activent très très vite dans l'esprit des gens. Malheureusement, parfois aussi des préjugés. J'ai entendu des exemples tout à l'heure en disant cette personne, si elle est porteuse de ce handicap-là, peut-être elle ne peut pas accéder à un certain nombre de disciplines ou à certains métiers. Et ça peut même aller jusque de la discrimination. Donc je pense qu'il faut qu'on garde vraiment en tête que dans le parcours du quotidien, il peut y avoir parsemé de façon insidieuse ces éléments qui vont être des inhibiteurs, qui vont empêcher en tout cas l'adaptation. Un autre élément important aussi qui va jouer un rôle important dans la capacité de s'adapter, c'est ce que j'appelle la temporalité. C'est-à-dire le fait que à certains moments donnés, biologiquement, intellectuellement, cognitivement, émotionnellement, on est davantage prêt à vivre cette adaptation, à vivre avec ce handicap. Et puis à d'autres moments, on est un peu moins outillé, un peu moins bien pour le faire. Et donc la temporalité d'une personne qui est porteuse d'un handicap, elle n'est pas forcément la même que notre temporalité. On se rejoint et puis parfois on est obligé un peu de s'ajuster par rapport à cette temporalité. Donc voilà, c'est aussi un élément qui, je pense, est important à prendre en compte. J'avais déjà eu l'occasion de défendre cette idée d'adaptation et de non-adaptation, et je pense qu'un des éléments qui a été beaucoup questionné dans mes présentations et qui est souvent sollicité quand je fais ma présentation, c'est le fait que je rappelle que ça demande un effort. Ça a l'air d'être assez trivial de le dire, mais ça demande de l'énergie, ça demande de faire un effort, ça demande à certains moments donnés de faire face à certaines menaces. Alors, la menace la plus évidente, c'est la menace de survie, c'est-à-dire si je ne me positionne pas bien par rapport à cette adaptation, je peux peut-être me mettre vraiment en danger en termes de survie, mais c'est aussi une menace en termes de qui je suis, comment les autres me perçoivent. Et donc, ce sont des efforts réguliers et quotidiens qui peuvent faire qu'à un moment donné, cet effort est plus qu'une difficulté, ça devient vraiment quelque chose qui se chronifie et qui va faire que ce n'est plus possible de, quelque part, le gérer tout seul. Et donc, cette adaptation, ça nécessite un équilibre constant entre tous les acteurs, nous y compris, et nous parfois à l'intérieur de ces différentes boucles, pour faire qu'en sorte que les personnes qui s'adressent à nous restent dans quelque chose de non adapté ou de l'ordre de la difficulté et que ça ne bascule pas dans des troubles beaucoup plus sévères comme on pourrait les rencontrer, qui vont à ce moment-là davantage stigmatiser la personne. Tout à l'heure, j'ai parlé de quelque chose qui était de l'ordre du stéréotype, et puis après du préjugé qui est encore un pas de plus, et puis la discrimination. Et puis vraiment, en fin de parcours, malheureusement, il peut y avoir la stigmatisation. Et donc voilà, je voulais insister sur le fait que c'est quelque chose qui demande une co-construction complexe, un peu comme l'équilibre qui est trouvé par rapport à ces différentes pierres qui constituent un ensemble et qui permettent à la personne de rester dans le flux de l'adaptation. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et merci pour votre attention.
Merci Madame Etienne. Et donc le dernier exposé par Madame Dr Marguerite Froidart. Voilà, ben moi je vais partager avec vous mon expérience de, merci beaucoup, de médecin revalidateur. En fait, ce numéro-ci, c'est mon numéro INAMI. C'est ce que j'ai obtenu. Également plus près de la bouche pour que tout le monde puisse entendre. C'est mon numéro INAMI. Alors, ainsi, ça veut dire que je suis reconnue par l'INAMI. 3098, c'est ce que j'ai obtenu en 1974 quand j'ai été reconnue médecin. Et puis le 56 834, ça concerne d'abord le médecin de médecine physique et le 4, le médecin revalidateur. Donc, c'est vous dire que moi, j'ai commencé à m'intéresser à la revalidation quand j'étais aux États-Unis. Je voulais faire la neurologie et je faisais de la recherche dans un service des maladies neuromusculaires. Et c'est là que j'ai commencé à apprécier beaucoup ce qu'on pouvait faire pour ces personnes. J'avais dans ce service une concentration d'handicaps neurologiques très sévères, des myopathies, pas seulement les myopathies de Duchenne, mais des myopathies beaucoup plus rares avec des dégénérescences nucléaires dues à des anomalies du développement, par exemple. Et on avait aussi beaucoup de dégénérescences médulaires qui n'étaient pas des scléroses latérales amyotrophiques uniquement, mais des dégénérescences qui survenaient parfois beaucoup plus tôt dans la vie. Et c'est là que j'ai compris deux choses. Pour progresser dans le handicap, il ne faut pas arrêter de rechercher. C'est grâce à la recherche qu'on a découvert maintenant la dystrophine, qu'on a découvert le conseil génétique et qu'on a pu déjà progresser et qu'on envisage des thérapies géniques. C'est aussi là-bas, aux États-Unis, et c'est là que j'ai acquis mon souhait de devenir revalidateur, que j'ai vu, nous étions en 1976, comment on pouvait accompagner un patient handicapé. En fait, le système de santé américain est très dur. Mais une fois qu'un patient était sélectionné dans un programme de recherche, il bénéficiait de tout. Et aussi d'un accompagnement optimal sur le plan kiné, sur le plan ergo. Et ce que j'ai retenu, c'est que l'accompagnement associé à l'adhésion du patient, parce que les anglo-saxons, ils m'ont appris ça, c'est qu'il fallait expliquer au patient et l'avoir comme partenaire. Et je suis rentrée en demandant à faire la revalidation. Et j'ai donc entamé ma spécialisation. Et bien sûr, vu mon passé récent, j'ai surtout eu affaire à des situations d'handicap neurologique, des patients qui souffraient d'un AVC, d'une sclérose en plaques, de maladie de Parkinson. Et finalement, je peux résumer le travail d'un médecin revalidateur en 3 phases. Première phase, essayer de limiter et empêcher l'évolution du handicap. Prenons par exemple un patient post-AVC, il faut vérifier qu'il ne fera plus d'hypertension, que son profil lipidique est contrôlé. Et puis parfois, il y a des petites choses qui n'ont l'air que très petites, mais qui peuvent modifier la face du monde. Je prends l'exemple d'un patient que j'ai eu au début, c'était un boucher qui avait fait un accident vasculaire cérébral et il marchait avec un gros déséquilibre et il ne savait pas utiliser son bras alors qu'il avait quand même une motricité résiduelle. Eh bien, en faisant une petite chose, en constatant à l'examen clinique que son épaule était calée, était gelée, on a pu débloquer rapidement la motricité de son bras. Et en ce qui concerne l'équilibre, on s'est rendu compte que c'était son genou qui n'était pas stabilisé. Et donc, le simple fait de mettre un petit appareillage qu'on appelle un knee cage lui a permis de garder un bon équilibre debout et de récupérer une bonne motricité. Donc, première chose, agir immédiatement sur ce qu'on peut. Deuxième chose, évaluer le potentiel de récupération fonctionnelle. Ça ne sert à rien. Si quelqu'un est très handicapé, si quelqu'un n'a aucun espoir de récupérer une fonction, de l'introduire dans des systèmes de rééducation, de kinésithérapie complexe. Non. Alors il faut lui apprendre à se débrouiller dans la vie, se transférer d'un siège à l'autre, utiliser un ascenseur. Mais par contre, s'il a un potentiel fonctionnel, il faut tout mettre en œuvre. Et on a des techniques de kiné bien éprouvées par l'expérience, ce qu'on appelle l'empirisme, qui permettent de stimuler la musculation, d'empêcher notamment des activités d'hypertonie musculaire parasite. Je pense aux patients victimes d'AVC qui ont l'impression, quand ils se remuent, qu'on leur a mis un costume de plomb. C'est tout simplement la rigidité musculaire qu'on appelle la spasticité. Eh bien ça, on peut facilement la diminuer et leur apprendre à la contrôler. Et enfin, il faut de nouveau
ne pas décourager le patient et donc l'adapter au maximum, obtenir au maximum son bon potentiel fonctionnel. Enfin, je crois que le terme de situation de handicap, et je rejoins M. Fontaine, est beaucoup plus intéressant parce qu'un environnement adapté permet à une personne d'oublier qu'elle est handicapée et permet à une personne de se développer. Et cette adaptation de l'environnement, heureusement, nos structures belges ont quand même eu l'agence wallonne d'intégration de la personne handicapée, l'AVIC, qui était d'abord sur le plan fédéral et qui permet de financer des adaptations de domicile. On voudrait bien que ça se passe toujours aussi dans le milieu extérieur, comme ça se passe ici à la Sauvenière, où toute personne handicapée a accès à tout et de façon assez aisée. Et donc ça, quand une personne est bien intégrée dans son environnement, elle oublie et on oublie qu'elle est handicapée. Et là, le succès arrive, le succès de sa qualité de vie. Et donc voilà quelques aspects que l'on peut proposer aux personnes. Mais on peut aussi penser que le handicap a des degrés. Au fond, nous sommes tous peut-être un peu handicapés, avec des difficultés de surmonter des situations dans notre vie. Je vous parle des handicapés lourds. Mais ces handicapés lourds, maintenant, sont souvent pris en charge dans le centre des SNE et c'est un gros progrès parce qu'on leur fait différentes techniques qui leur permettent de les booster pour reprendre un bon niveau fonctionnel d'emblée. Mais moi, j'ai aussi affaire à des personnes qui se plaignent de fatigue, de ne plus savoir pratiquer leurs activités quotidiennes. J'ai nommé là la fibromyalgie, qui est un malaise biopsychosocial, qui est une souffrance dont il faut tenir compte aussi, ou bien simplement les patients cancéreux qui ont été traités et qui se retrouvent dans un déconditionnement majeur. Et donc, il faut placer une barrière au handicap pour simplement question budgétaire. On ne peut pas financer tout le monde et financer les gros handicapés, mais il faut aussi ne pas oublier que toute situation de souffrance ne doit pas être méprisée, mais doit être prise en charge. Et un handicapé n'est pas nécessairement une personne malheureuse, parce que si elle a un projet de vie, si elle a une bonne adaptation de son environnement, on peut rencontrer des gens enthousiastes. Et je ne pense pas que intrinsèquement le bonheur est lié à la situation de handicap. C'est lié à ce que l'on peut accomplir dans une existence. Et j'en reviens à un travail que j'ai beaucoup aimé ici au sein de l'université, qui est le travail au sein de la cellule de la qualité de vie de l'étudiant. Je faisais partie de la commission des étudiants en situation de handicap. Et là, j'ai rencontré d'autres collègues qui s'occupaient d'handicapés de l'apprentissage, les dyslexies, les dysphasies, tous les dys qu'on connaît bien, des handicapés psychiatriques également, qui sont des handicaps très lourds. Et en fait, cette cellule était portée par le travail des psychologues qui accueillaient les étudiants en demande de soutien. Et nous, on avait un peu le rôle de juger, oui, il peut être handicapé ou pas. En fait, il y avait des gens qui étaient réellement handicapés et reconnus par les instances, les gros myopathes, les gros hémiplégiques, et ça ne se discutait pas. Mais il y a des personnes qui ne bénéficiaient d'aucune reconnaissance et qui avaient pourtant bien besoin d'aide. C'est notamment des situations transitoires de patients cancéreux, de patients leucémiques qui avaient besoin d'adaptation. Alors, ne pensez pas que cette commission aidait les étudiants à avoir leur diplôme dans une pochette surprise. Certainement pas. Mais ça permettait de leur donner des conditions où, malgré leur situation de handicap ou même avec leur handicap, ils pouvaient mener à bien leurs études. Et je m'explique. On devait d'abord confirmer qu'ils étaient bien handicapés, parce que vous comprenez bien qu'un petit trouble de la thyroïde, certains étudiants pensent que ça les handicape, c'est vrai, mais ce n'est pas un degré suffisant, jugions-nous. Puis ensuite, il fallait aller voir en faculté ce qu'on pouvait faire pour eux. Par exemple, adapter les accès des auditoires, ce qui est encore un problème important actuellement, adapter le temps d'examen pour les patients dyslexiques ou dysorthographiques qui ont besoin d'un tiers-temps supplémentaire, et peut-être aussi aider, susciter la solidarité entre étudiants, celui qui ne savait pas facilement prendre des notes parce qu'il n'écrivait pas, parce qu'il était peut-être un peu plus lent à cause d'un problème psychiatrique, on pouvait lui associer un étudiant, on va dire,
tuteur ou un étudiant parrain qui pouvait l'aider à la prise des notes. Mais ce que j'ai surtout appris dans cette commission, c'est que chacun a son chemin et que nous devons respecter les choix des étudiants, même si on se dit, mais il est fou, mais il choisit des choses tout à fait contraires. Il faut savoir que souvent les gens essayent de surcompenser. Le travail, c'était de leur fournir les informations sur ce qu'ils devaient étudier et des pistes d'aide. Et enfin, impliquer les équipes enseignantes, et encore maintenant, dans le support que l'on peut apporter aux étudiants. Alors, je termine par une remarque un peu sévère. Nous, mais les handicapés aussi, en tant que personnes, nous devons être responsables. Eux, ils ont des droits. Ils ont des droits à ce qu'on leur permette de parcourir leur chemin d'études, malgré leurs difficultés. Mais ils ont aussi des devoirs, de ne pas être pusillanimes et de décider qu'ils ne sollicitent des aides qu'en dernière minute. Ils doivent comprendre qu'ils doivent planifier leur prise en charge. Nous aussi, nous avons des droits. Nous avons des droits à être respectés dans notre travail, peut-être pas tant nous, mais je pense aux parents d'enfants handicapés qui sont toujours prêts à se faire martyriser. Non, non, chacun a son chemin, les handicapés comme les non-handicapés. Et certes, la personne a le devoir d'aider la personne handicapée, mais c'est une relation réciproque et c'est à ce stade qu'on aura un niveau de vie de qualité dans notre société. Je vous remercie.